La femme que vous voyez à l'écran, c'est Margie Velma Barfield. Elle avait 52 ans lorsque l'État de Caroline du Nord a autorisé son exécution, faisant d'elle la première femme aux États-Unis à être exécutée par injection létale et la première femme exécutée depuis 1962. Pendant des années, elle s'est présentée comme une aide-soignante dévouée, religieuse, discrète, attentive. Mais derrière cette expression douce, quelque chose ne collait pas. Des meurtres multiples, une froideur glaciale. Velma n'utilisait ni arme à feu ni couteau. Son arme était invisible, silencieuse, une femme de foi, une tueuse en qui l'on avait confiance, une traîtresse envers ses proches, et une exécution qui a relancé un débat, rédemption ou justice finale. Voici les détails des crimes terrifiants commis par cette femme. Vous regardez Final Sentence. Le 3 février 1978, dans le comté de Cumberland, en Caroline du Nord. C'était un vendredi. L'air froid de l'hiver recouvrait la région comme une couverture glacée. Les maisons en bois craquèrent de l'intérieur. La ville semblait figée, comme si le temps s'était arrêté. Ce jour-là, Velma Barfield s'était rendue à la pharmacie du centre-ville. Elle salua le pharmacien avec un sourire, puis rentra tranquillement chez elle. Dans la cuisine, elle faisait bouillir de l'eau pour le thé. Son compagnon, Stuart Taylor, était allongé sur le canapé. Il avait le visage rouge, souffrait de douleurs à l'estomac. La matinée avait été difficile. Il se plaignait de crampes et de douleurs dans la poitrine. Velma s'approcha, lui parla doucement, et lui tendit une tasse bien chaude. Il l'accepta. Quelques minutes plus tard, le drame commença. Stuart ne tenait plus debout. Il avait des spasmes, transpirait, était pris de vertige. Velma appela les urgences. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle se contenta de dire que son petit ami venait de s'effondrer. L'ambulance arriva, ils l'emmenèrent. Et quelques heures plus tard, Stuart Taylor était mort. Mais quelque chose clochait. La scène ne présentait aucun signe de violence. Pas de sang, rien de visible. Avant de vous révéler ce que l'autopsie a découvert, il faut comprendre qui était Velma Barfield. C'est seulement ainsi que tout ce qui suit prendra sens. Velma Barfield est née le 29 octobre 1932 dans une région rurale d'Eastover, en Caroline du Nord. Elle était le deuxième enfant d'une famille d'agriculteurs marquée par le silence et les coups. Son père, violent et autoritaire, la battait régulièrement. Sa mère, bien qu'omniprésente, n'est jamais intervenue. Dès son plus jeune âge, Velma a appris à se taire, à faire semblant d'être calme, à vivre dans la peur et à ne jamais poser de questions. À 17 ans, elle pense avoir trouvé une échappatoire. Elle épouse Thomas Burke, son premier petit ami. Le couple a 2 enfants. Et pendant un temps, la vie semble se stabiliser. Thomas travaille. Velma s'occupe de la maison. Elle cuisine, élève les enfants, veille à tout, mais tout bascule après une opération gynécologique. Des années plus tard, elle dira elle-même « Quelque chose en moi s'est brisé pour toujours ». Après avoir subi une hystérectomie, Velma développe de fortes douleurs dorsales chroniques, d'abord traitées avec des médicaments, puis avec tout ce qui pouvait atténuer la douleur. Elle devient dépendante aux antalgiques. Les disputes avec Thomas deviennent fréquentes. Lui commence à boire. Elle devient instable. En avril 1969, Thomas Burke meurt dans un incendie domestique. Les rapports officiels ont conclu à un accident. Mais des années plus tard, beaucoup remettront cette conclusion en question. Était-ce vraiment un accident ? La vérité, c'est que Velma se retrouve veuve, sans argent, avec 2 enfants, et une dépendance croissante aux barbituriques. À partir de ce moment-là, l'histoire de Velma prend un tournant radical. Mort soudaine, poste de police, scène de crime. Mais à première vue, rien ne laissait présager quoi que ce soit. Elle s'habillait modestement, lisant la Bible, allant à l'église chaque dimanche. Une femme douce, au regard calme, mais les poches vides. Rien ne semblait suspect. Jusqu'au jour où tout a changé. Roland Stuart Taylor avait 56 ans. Il vivait en Caroline du Nord, menait une vie simple, sans drame, réservé, paisible dans ses routines. Il allait à l'église, parlait peu et travaillait quand il le pouvait. À ce moment-là de sa vie, il cherchait de la stabilité. Quand il rencontra Velma Barfield, il pensa l'avoir trouvée, quelqu'un qui l'écoutait, qui restait à ses côtés. Velma était plus âgée que lui, mais aussi plus spirituelle, plus attentive, plus présente. Le courant passa. Ils partagèrent des après-midi, des repas, des silences. Elle prenait soin de lui, et il l'a accueilli dans sa vie. Petit à petit, Stuart lui ouvrit sa maison, son quotidien, sa confiance. Elle faisait les courses, préparait les repas, lui servait parfois un thé quand il rentrait fatigué. Et sans même s'en rendre compte, il dépendait d'elle. Personne autour de lui ne soupçonnait quoi que ce soit, lui encore moins.
Cet après-midi du 3 février 1978, le ciel était gris au-dessus du comté de Cumberland, en Caroline du Nord. Le froid était sec, mordant. La ville était calme. Un vendredi ordinaire. Stuart Taylor avait passé la journée chez lui. Il vivait seul, mais depuis quelques mois, Velma Barfield était très présente. Ce jour-là, elle arriva avec un sac de courses, une bouteille de bière, un paquet de biscuits et quelque chose d'autre. Ils discutèrent un moment. Il lui dit qu'il ne se sentait pas très bien, un peu fatigué, affaibli. Comme toujours, Velma proposa de s'occuper de lui. Elle ouvrit la bière, lui donna quelques comprimés et l'encouragea à se reposer. Peu après, Stuart commença à transpirer, puis vinrent les crampes, les nausées intenses, les vomissements violents. La douleur abdominale devint insupportable. Velma appela les secours. Elle semblait calme. Elle expliqua qu'il était tombé malade soudainement, qu'elle ignorait ce qui se passait. L'ambulance l'emmena à l'hôpital. Les médecins tentèrent de le stabiliser, mais l'état de Stuart empirait d'heure en heure. Son corps s'effondrait de l'intérieur, et en quelques heures, il était mort. Les médecins signèrent le certificat de décès, mais l'un d'eux insista pour qu'une autopsie soit pratiquée. Les symptômes étaient trop graves, trop soudains. Quelque chose ne collait pas. Les résultats ne tardèrent pas à tomber. Stuart Taylor avait été empoisonné. Son corps contenait une dose létale d'arsenic. Et lorsque ces résultats furent transmis à la police, un seul nom apparut au centre de tout cela. Velma Barfield. Le rapport toxicologique était sans équivoque. Arsenic. Aucune marge d'erreur. La concentration d'arsenic retrouvée dans le sang et les organes de Stuart était plus de 10 fois supérieure au seuil mortel. Les autorités du comté de Cumberland lancèrent immédiatement une enquête, et toute l'attention se tourna vers une seule personne, Velma Barfield. Elle avait été avec Stuart quelques heures avant sa mort. C'est elle qui lui avait servi une boisson. C'est elle qui avait appelé les urgences. Et, selon son passé médical, ce n'était pas la première fois qu'une personne de son entourage tombait malade de manière mystérieuse. Les enquêteurs commencèrent à tirer le fil. Ils commencèrent par examiner les relevés bancaires de Stuart. Et c'est là qu'apparut la première anomalie. Des chèques signés à son nom, mais encaissés par Velma, et datés après sa mort. Puis ils interrogèrent la famille de Stuart, les voisins, et la sœur de Velma. C'est elle qui laissa échapper une remarque discrète, mais lourde de conséquences. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Les autorités creusèrent davantage, et ce qu'elles découvrirent fut véritablement glaçant. En mars 1971, Velma venait d'épouser Jennings Barfield, quelques mois auparavant. C'était un veuf discret, plutôt réservé, installé dans une petite ville du comté de Robeson, en Caroline du Nord. Il souffrait de légers problèmes respiratoires, mais rien de grave. Dès le début du mariage, Velma prit le contrôle de tout. Elle gérait la maison, surveillait ses médicaments, cuisinait et l'accompagnait à chacun de ses rendez-vous médicaux. Jennings lui faisait entièrement confiance. Mais au fil des semaines, sa santé déclina brutalement. Il perdit l'appétit, puis vinrent des troubles digestifs, des vertiges, une fatigue inexpliquée qui ne pouvait pas être liée à son âge ni à son état de santé. Un après-midi, après le déjeuner, Jennings tomba malade de manière inquiétante. Velma appela le médecin et déclara qu'il avait sans doute fait un malaise cardiaque. Quelques heures plus tard, il était mort. Le certificat de décès indiquait des causes naturelles. Arrêt cardiaque. Aucune autopsie ne fut demandée. Personne ne soupçonna quoi que ce soit. Velma était veuve à nouveau. Et comme pour son premier mari, mort dans cet incendie étrange, elle reçut, encore une fois, la compassion générale, comme si le destin s'acharnait injustement sur elle. Mais ce n'était pas le destin. Ce n'était pas une malédiction. C'était un schéma. Et il ne faisait que commencer. 3 ans plus tard, en 1974, la mère de Velma, Lillian Bullard, commença à se sentir mal. Elle avait plus de 70 ans et vivait dans la même maison que sa fille. Leur relation était tendue. Velma se disputait souvent avec elle, et selon des témoignages ultérieurs, elle lui reprochait de ne pas l'avoir protégée des abus de son père pendant son enfance. Ce jour-là, Lillian déjeuna à la maison. Quelques heures plus tard, elle commença à ressentir des nausées, vomissements et une diarrhée brutale qui la cloua au lit. Velma prit soin d'elle. Elle lui donna de l'eau, la couvrit de couverture et lui dit que c'était sans doute une simple gastro. Mais elle ne l'amena pas à l'hôpital. Le temps passa et Lillian sembla s'améliorer. Son état se stabilisa. Quelques jours plus tard, elle put même se lever. Tout indiquait que le pire était derrière elle. Mais l'accalmie ne dura pas. Pendant la période des fêtes, alors que la famille se préparait pour le dîner, Lillian s'effondra de nouveau. Cette fois, les symptômes furent encore plus violents. Vomissements incontrôlables, crampes intenses, déshydratation sévère et un état de confusion générale. Velma l'emmena enfin à l'hôpital.
Elle déclara que sa mère avait recommencé à se sentir mal, exactement comme la première fois. Mais cette fois, Lillian n'en réchappa pas. Elle mourut quelques heures à peine après son admission à l'hôpital. La cause du décès fut enregistrée comme une affection aiguë du système gastro-intestinal. Aucune autopsie ne fut demandée. Personne ne jugea nécessaire d'ouvrir une enquête. Une fois de plus, Velma se retrouva seule, désormais sans sa mère et avec le contrôle total de la maison familiale. 3 années s'écoulèrent. Début 1977, Velma trouva un nouveau travail comme aide à domicile. Elle emménagea chez Montgomery et Dolly Edwards, un couple âgé qui avait besoin d'une assistance quotidienne. Montgomery avait 94 ans, il était affaibli, mais gardait encore un peu de lucidité. Dolly, sa femme, était un peu plus active, mais elle aussi nécessitait une aide constante. Velma s'installa à plein temps dans la maison. Elle préparait leurs repas, gérait leurs médicaments, nettoyait la maison. Aux yeux des voisins, c'était une femme dévouée, attentive, bienveillante. Personne ne doutait d'elle. Mais peu de temps après son arrivée, l'état de Montgomery se dégrada rapidement. Il se plaignait de douleurs abdominales, de nausées persistantes et passait de plus en plus de temps alité. Malgré son âge avancé, la rapidité de son déclin intrigua quelques personnes, mais pas suffisamment. Il mourut cet hiver-là. La cause du décès fut attribuée à son âge et à sa santé fragile. Velma continua de s'occuper de Dolly comme si de rien n'était. La pauvre femme, bouleversée par la perte de son mari, se rapprocha encore plus de Velma. Elle devint sa seule compagne. Mais quelques semaines plus tard, Dolly commença à présenter exactement les mêmes symptômes que son mari. Vomissements, crampes, faiblesse générale. Elle fut transportée à l'hôpital, mais elle non plus ne survécut pas. 2 morts dans la même maison, avec les mêmes symptômes, à moins d'1 mois d'intervalle. Et dans les 2 cas, Velma Barfield était présente. Et pourtant, aucune autopsie ne fut pratiquée. Personne ne s'imagina que la mort pouvait s'être glissée dans une tasse de thé, une soupe ou quelques comprimés. Parce que dans cette maison, la mort ne criait pas. Elle était servie en silence. Et pourtant, il est difficile d'ignorer la négligence des autorités. Comment se fait-il qu'aucune enquête n'ait été ouverte? En juin 1977, Velma Barfield commença à travailler chez les Lee. Record Lee, une femme âgée, s'était cassé la jambe et avait besoin d'une assistance temporaire. Son mari, John Henry Lee, avait 76 ans et jouissait d'une bonne santé. Un homme calme, attaché à ses habitudes. Il passait ses matinées sur le porche et ses après-midi devant la télévision. Velma fut engagée pour aider à la maison et assister Record durant sa convalescence. Au début, tout semblait normal, mais le 4 juin, John Henry commença à se sentir mal. Il se plaignit de douleurs à l'estomac. Puis vinrent les vomissements, les sueurs froides et une faiblesse qui l'obligea à rester couché. Velma lui apporta de l'eau, lui parla calmement et affirma que ce n'était sans doute qu'une indigestion. Mais les symptômes s'aggravèrent rapidement. John Henry ne tenait plus debout. Les diarrhées et les spasmes musculaires étaient incontrôlables. Quelques heures plus tard, il était mort. Le certificat de décès mentionna un arrêt cardiaque avec complications digestives. Aucune enquête approfondie ne fut menée. Velma quitta son emploi quelques jours plus tard. Elle expliqua que le choc émotionnel avait été trop lourd à porter. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que John Henry Lee était le 4e homme à mourir avec des symptômes identiques après avoir été soigné par Velma. D'abord, le corps de Jennings Barfield, le 2e mari de Velma. Puis, sa propre mère, Lillian Bullard. Ensuite, plusieurs personnes âgées dont elle s'était occupée au cours des dernières années. Et tout cela, sans même mentionner le soi-disant accident qui avait coûté la vie à son premier mari, Thomas Burke. Une affaire aujourd'hui presque oubliée. En avril 1969, Thomas vivait avec Velma et leurs 2 enfants dans une petite maison du comté de Robeson, en Caroline du Nord. Ils étaient mariés depuis plus de 20 ans, mais ils n'étaient plus le même couple. Les disputes étaient fréquentes. Thomas avait commencé à boire. Velma, elle, dépendait depuis longtemps des médicaments pour apaiser ses douleurs physiques et ses angoisses émotionnelles. Ils ne partageaient plus le même lit. Ils se parlaient à peine. Ce jour-là, Thomas rentra après une longue journée. Velma lui dit qu'elle allait rendre visite à des proches avec les enfants et qu'elle reviendrait plus tard. Thomas resta seul à la maison, comme cela lui était déjà arrivé. Quelques heures plus tard, la maison prit feu. Les flammes se propagèrent rapidement et engloutirent la structure en bois. Les voisins appelèrent les secours, mais quand les pompiers parvinrent enfin à maîtriser l'incendie, il était déjà trop tard. À l'intérieur, ils retrouvèrent le corps de Thomas. Selon le rapport officiel, il aurait probablement perdu connaissance à cause de l'inhalation de fumée. L'incendie fut classé comme accidentel. Il n'y eut aucune enquête approfondie. Velma revint sur les lieux une fois tout consumé. Elle pleura devant les ruines, serra ses enfants dans ses bras, et quelques jours plus tard, elle toucha une indemnité d'assurance. Personne ne la soupçonna.
pas à ce moment-là. Mais avec les années, cet incendie commença à ressembler à autre chose. Peut-être que ce n'était pas une tragédie. Peut-être que c'était une répétition. La vérité, c'est que même si l'on met cet incident de côté et qu'on le considère comme un simple accident malheureux, les autres cas avaient tous un point commun. Des traces d'arsenic retrouvées dans les échantillons de tissu des victimes. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Était-ce vraiment un accident? Si vous avez des informations ou des réflexions à partager, je lirai vos commentaires. Une chose était indéniable, les preuves s'accumulaient. Le 13 mai 1978, la police arrêta officiellement Velma Barfield pour le meurtre de Stuart Taylor. Et lorsqu'ils l'interrogèrent, elle ne nia rien. Elle ne tenta même pas de se défendre. Elle avoua avoir empoisonné plusieurs personnes, dont Stuart et sa propre mère, Lillian. Mais elle ne parla jamais de son premier mari. Elle déclara simplement « Je ne voulais plus qu'il souffre ». Mais les experts médico-légaux savaient que cela n'avait rien à voir avec la pitié. C'était une question de contrôle et d'argent. Quelques mois plus tard, en décembre 1978, le procès s'ouvrit dans le comté de Robson, en Caroline du Nord. L'accusation se concentra uniquement sur le meurtre de Stuart Taylor, le seul cas possédant des preuves médico-légales directes, un aveu partiel et une suite d'événements clairement retraçables. Les autres décès restaient non prouvés, ou bien faisaient partie d'une histoire sombre que le ministère public n'avait pas besoin de confirmer. Du moins, pas encore. Dès le premier jour, la salle d'audience était comble. Des journalistes, des proches de Stuart Taylor, des habitants du comté, tout le monde voulait voir de plus près cette femme qui restait désormais assise en silence, à côté de ses avocats. Elle portait les cheveux courts, les mains jointes sur les genoux, le regard baissé. Personne n'aurait pu imaginer que cette femme à la voix douce avait été présente lors d'au moins 7 décès. La défense tenta de dresser un profil psychologique fragmenté. Ils affirmèrent que Velma avait subi des années de maltraitance, qu'elle était une victime d'un foyer violent, qu'elle souffrait de dépendance affective et d'une forte addiction aux tranquillisants. Ils soutinrent que ces actes n'étaient pas rationnels, qu'ils provenaient d'un esprit profondément marqué par les traumatismes, la codépendance, l'abandon. Mais l'accusation fut catégorique. Selon eux, Velma Barfield n'était pas mentalement malade. Elle était méthodique, fonctionnelle. Elle avait acheté du poison. Elle l'avait dilué. Elle l'avait administré. Elle avait attendu, observé. Puis, elle avait pleuré devant tout le monde. C'était une manipulatrice. Une femme qui avait perfectionné l'art de tuer à travers la confiance. Le ministère public présenta les rapports toxicologiques, les relevés bancaires montrant des chèques encaissés par Velma après la mort de Stuart, les similitudes cliniques entre au moins 5 victimes, l'enregistrement de l'aveu de Velma quelques jours après son arrestation. Et surtout, l'élément le plus troublant, les témoignages de médecins qui, auparavant, avaient exprimé leurs inquiétudes face aux symptômes répétés, mais qui n'avaient jamais été pris au sérieux. Le procès ne dura qu'un peu plus d'une semaine. Le jury délibéra à peine 1h30. À leur retour, personne ne fut surpris. Coupable de meurtre au premier degré. La sentence, la peine de mort. Elle ne pleura pas. Elle ne sembla pas horrifiée. Elle baissa simplement la tête et inspira profondément. À l'extérieur, la nouvelle fit le tour des médias nationaux. Pour la première fois depuis près de 20 ans, une femme était condamnée à mort en Caroline du Nord. Et cette fois, ce ne serait pas la chaise électrique, mais une méthode plus récente, plus propre, plus clinique. Mais la mort, pour cette criminelle sans remords, prendrait du temps. Après le verdict, Velma Barfield fut transférée à la prison centrale de Raleigh, où elle fut placée à l'isolement, dans la section réservée aux femmes. Elle devint la seule détenue de Caroline du Nord à avoir une condamnation à mort en cours. Une unité initialement conçue pour les hommes accueillait désormais une femme, pour la première fois. Au début, son nom revenait régulièrement dans la presse. Certains la surnommaient la grand-mère empoisonneuse, d'autres la tueuse silencieuse. Mais à l'intérieur de la prison, elle n'était que Velma, une détenue qui passait ses journées à lire, écrire des lettres et prier. Au fil des années, elle devint presque une figure spirituelle au sein de la prison. Elle lisait la Bible tous les jours. Elle dirigeait un petit groupe de prière. Certains gardiens disaient en d'elle qu'elle était calme, gentille, coopérative. D'autres avouaient qu'ils ne pouvaient pas regarder ses mains sans penser à tout ce que ses mains avaient fait. Pendant cette période, elle reçut la visite de militants religieux et de leaders chrétiens, y compris l'évangéliste Billy Graham. Des lettres furent échangées. Une campagne pour la grâce fut lancée. Ses partisans affirmaient qu'elle avait changé, qu'elle aidait d'autres détenus, que son exécution n'apporterait pas la justice, mais seulement plus de morts. Mais pour les procureurs, les familles des victimes et de nombreux citoyens de l'État, cela ne suffisait pas. Aucune conversion ne pouvait effacer l'arsenic présent dans les corps. Aucune prière ne pouvait ramener les morts à la vie. Velma Barfield déposa plusieurs recours juridiques. L'un après l'autre, tous furent rejetés.
Son exécution, bien que repoussée pendant des années, restait solidement inscrite au calendrier judiciaire. Entre-temps, le pays tout entier recommençait à débattre de la peine de mort. Était-elle juste? Était-elle morale? Et que se passait-il lorsque la condamnée était une femme âgée, une chrétienne qui parlait de pardon? Velma Barfield n'était pas une détenue comme les autres, et sa fin ne le serait pas non plus. Aux premières heures du 2 novembre 1984, quelque chose changea, discrètement, à l'intérieur de la prison centrale de Raleigh. Dehors, l'air était lourd, comme si toute la Caroline du Nord retenait son souffle. Des manifestants tenaient des bougies, d'autres brandissaient des pancartes réclamant justice. Des policiers, des journalistes, des proches, des pasteurs, tout le monde attendait. Personne ne parlait plus que nécessaire. À l'intérieur, Velma Barfield était réveillée. Elle avait passé ses dernières heures dans une cellule faiblement éclairée. On lui proposa un dernier repas. Elle ne demanda rien de spécial, simplement un sachet de cheese doodles et un Coca-Cola. Elle ne pleura pas. Elle ne laissa aucun message d'adieu. Elle se contenta de remercier doucement les gardiens pour la manière dont ils l'avaient traitée. Elle enfila un pyjama rose, et lorsqu'on lui dit que le moment était venu, elle se leva. Elle ne demanda pas d'aide. Elle marcha seule. Elle traversa le couloir lentement, mais d'un pas assuré. À 2 heures du matin, elle entra dans la chambre d'exécution. Elle s'allongea sur la civière, tendit les bras. Il n'y eut ni lutte, ni dernière requête. Seulement une phrase discrètement adressée à l'aumônier. « J'espère que tout le monde pourra me pardonner, et que Dieu me pardonne aussi. » Depuis la pièce voisine, les techniciens donnèrent à le feu vert. D'abord, une sensation de froid, puis l'engourdissement. Sa respiration ralentit, devint irrégulière, puis plus rien. Quelques minutes plus tard, la femme qui avait empoisonné 6 personnes ne respirait plus. Elle avait 52 ans et venait de devenir la première femme exécutée par injection létale aux États-Unis. L'horloge affichait 2h15 du matin. L'affaire Velma Barfield entrait dans l'histoire. Cette criminelle n'était pas la femme que tout le monde croyait connaître. Pendant des années, elle s'était cachée derrière une Bible, un sourire discret, un plateau de thé. Elle n'avait pas utilisé d'armes à feu. Elle n'avait pas couru dans des couloirs sombres. Elle n'avait laissé aucune trace de sang. Mais elle avait tué des patients sans défense, des personnes âgées, sa propre mère, et l'homme qui lui faisait le plus confiance. Elle l'avait fait en silence, avec de l'arsenic, avec patience, et avec une froideur qui glace encore le sang. Son cas rouvrit un débat national. Peut-on vraiment se racheter après 6 meurtres? L'État doit-il exécuter une femme âgée qui affirme s'être repentie? Et que se passe-t-il lorsque ce repentir arrive trop tard? Velma devint, pour certains, un symbole de justice, pour d'autres, d'un châtiment inutile. Mais au final, au-delà des croyances, des larmes ou des prières, il y a une chose que personne ne peut nier. 6 personnes ont été empoisonnées par quelqu'un en qui elles avaient confiance. Et même si la méthode fut invisible, les conséquences, elles, furent irréversibles. Était-ce de la justice ou une réponse tardive à une série de crimes qui n'auraient jamais dû se produire? À vous de décider. Ceci était Final Sentence.